Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Le gouvernement en action, énième numéro de la série d'entretiens que nous vous proposons dans le cadre de la célébration de l'an 1 du second quinquennat du président Patrice Talon. Ce soir, notre invité, c'est le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Avec le ministre Séverin Maxime Quenom, nous allons parler des avancées notées au niveau de l'appareil judiciaire, mais également évoquer les écueils qu'il importe de surmonter pour un rayonnement continu de notre justice et de notre démocratie. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venu pour parler du ministère dont vous avez la tutelle. Ça relève du devoir et de l'obligation de reddition de comptes. Absolument. Je suis en tandem avec mon confrère de E-Télé, François-Xavier Noumon. Bonsoir Renaud, bonsoir nos amis téléspectateurs, bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, nous allons peut-être commencer cette émission en abordant une réforme en cours et qui parle certainement à tous les Béninois. C'est cette réforme portant projet de création d'une cour spéciale des affaires foncières. Connaissant l'attachement des Béninois à la terre, de quoi ça retourne exactement? Il s'agit de la création de la Cour spéciale des affaires foncières, n'est-ce pas? Oui. Oui, c'est une réforme qui sera, au titre du deuxième quinquennat, l'une des réformes phares au niveau du secteur de la justice, voulue personnellement par le président de la République, à l'image de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Voyez-vous, la question de la terre, de la propriété de la terre et de tous les contentieux qui s'articulent autour est devenue si préoccupante que le président de la République a pensé qu'il était temps de mettre le haut là. Vous le savez bien, il s'est développé notamment dans les contrées de Calavi, Cotonou, un peu à Semapodi, et peut-être même plus loin à Lada, Tori et à Ouida, une mafia foncière et qui, je dois le dire, est à la manœuvre pour la reddition d'un certain nombre de décisions. Autrefois, ils opéraient dans le secteur privé ou contre les particuliers. C'est devenu tentaculaire et ça a envahi, ça a gagné en tout cas la sphère publique et la sphère de l'État. Aujourd'hui, ce sont les biens de l'État qui font l'objet des actions de ces prédateurs. Le président de la République a pensé qu'il faut donc créer cette juridiction qui sera spécialisée dans le règlement du contentieux ou des contentieux en matière foncière. Dans un premier temps, nous avons pensé donc instituer cette juridiction dans le ressort de la Cour d'appel de Cotonou et qui couvre les communes du Grand Okoué, Porte-Novo, Semapodi, Calavi, Cotonou, Ouida, et puis pourquoi pas Alada qui se trouve être la nouvelle zone de prédilection où il y aura également développement d'une grande activité économique. Il s'agit donc de sécuriser la propriété foncière et également de rassurer les investisseurs étrangers. Donc c'est une opération, la création de cette cour est une opération à double détente. D'abord, sécuriser les transactions foncières et la propriété foncière et ensuite maintenant éradiquer la mafia foncière de la même manière que nous sommes attaqués aux crimes et délits économiques. Alors, une nouvelle juridiction spéciale chargée uniquement des litiges fonciers sera-t-elle compétente pour trancher les différents plans pénal? Non, alors c'est peut-être là qu'il faut faire une clarification parce que beaucoup ont pensé tout de suite que cette juridiction spéciale aura compétence en matière pénale. Non. Les infractions qui auront été constatées ou qui se rapporteront à la matière foncière telles que connues par cette juridiction relèveront désormais de la CRIET. Tout comme nous avons pu mettre une partie des infractions à raison du sexe et du genre que nous avons adressé à la CRIET, ce sera la CRIET qui sera compétente pour connaître de ces infractions désormais. Voilà. En parlant de cette cour spéciale, en parlant de la CRIET, on voit bien que cette cour est en pleine croissance, eu égard aux affaires débattues devant cette cour, débattues et tranchées devant cette cour. Aujourd'hui, à 5 ans plus 1, quel bilan peut-on faire? Nous faisons le point pratiquement au quotidien et nous notons simplement des avancées. Jusque-là, je crois pouvoir dire que les fleurs ont tenu la promesse des fleurs parce que nous étions partis d'abord pour sélectionner des juges qui ont été triés sur le volet, qui nous offrent
à la fois compétence et intégrité morale pour régler ces affaires de délit économique. Les statistiques montrent aujourd'hui que la tendance a été renversée pour ce qui concerne la répression, la délinquance financière. Et puis je vais ajouter que, heureusement d'ailleurs que cette juridiction a été créée parce que nous voyons se développer sous nos yeux le terrorisme et que nous avons anticipé pour que cette juridiction puisse en assurer la répression. Aujourd'hui, c'est cette juridiction-là qui est chargée de connaître les dossiers de cette bande de terroristes qui malheureusement s'attaque aux forces de l'ordre. Alors la CRIET, vous le dites si bien, a été installée en 2018, année à laquelle vous avez accédé au poste de ministre de la Justice, garde des Sceaux. Quand on regarde un peu cette institution qui est adulée, il faut le dire par certains, mais au même moment jugée par certains comme un instrument politique, comme une épée de Damoclès sur la tête des opposants politiques. Que répondez-vous? Alors, je voudrais que nous clarifions un concept et que nous soyons d'accord là-dessus. Il n'y a pas au Bénin de détenus politiques, premièrement. D'autant que le fait de poursuivre, d'interpeller, d'incarcérer et de juger une personnalité politique ne fait pas de cette personnalité-là un détenu politique. Le détenu politique, c'est celui qui est détenu, arrêté, emprisonné, jugé à raison de ses convictions politiques. Nous avons des personnalités parce que dans notre pays, nul n'est au-dessus de la loi. Vous avez beau être personnalité politique du monde économique ou du monde des affaires, si vous commettez une infraction, vous serez réprimé, vous ferez l'objet de poursuites et de jugements. Donc, pour moi, et ça doit être clair également pour tous, que les personnalités qui commettent des infractions, pour la plupart, très graves, certainement parce qu'elles pensent qu'elles sont des personnalités, qu'elles peuvent se permettre un certain nombre de choses. Lorsque donc, elles en viennent donc, à se mettre en travers de la loi, nul n'étant au-dessus de la loi, la répression suit et ces personnes-là ne sont donc pas des détenus politiques. Alors, il y a d'un côté les malversations financières, comme vous le dites, la lutte contre la corruption, mais de l'autre côté, il y a également une accointance politique. En tout cas, c'est ce qui est décrié quand on critique cette juridiction spéciale. Quand on prend du recul, quand même, on doit s'interroger, puisque la Cour africaine des droits de l'homme a également pointé du doigt cette Cour. Aujourd'hui, quelles sont vos relations avec la Cour africaine des droits de l'homme? Non, je dois dire que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est fourvoyée, s'est égarée à maints égards. Je crois qu'aujourd'hui, elle est revenue de cette certitude. Et a déjà, d'ailleurs, à dernière date, elle a rendu des décisions favorables. En tout cas, en suivant l'argumentation de l'État bénin, quelquefois même, à une époque où l'État n'était plus justiciable de cette juridiction à raison de la saisine par les particuliers. Relation avec cette institution-là, le Bénin est toujours membre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, sauf que les particuliers ne peuvent plus, de leur propre élan, saisir cette juridiction régionale. Et je dois dire, puisque vous dites au départ que la CRIET avait été décriée, non, la CRIET n'avait pas été décriée comme toute institution nouvelle. Ça a pu susciter plus ou moins d'interrogations ou de... je n'ose pas parler de méfiance. C'est une incompréhension justement du fonctionnement de l'institution. C'est plutôt cela parce qu'aujourd'hui, et c'est clair et net dans l'esprit de tout le monde, qu'aujourd'hui la CRIET, en tant que juridiction spécialisée en matière pénale, est l'une des plus performantes de notre pays et qui est aujourd'hui au-dessus de tout soupçon, notamment en ce qui concerne la corruption, que je m'échine à combattre tous les jours dans le rang des magistrats. La CRIET a fait ses preuves. Tous ceux qui avaient eu des appréhensions, c'est ce que j'allais dire. Des gens ont eu des appréhensions au départ. Aujourd'hui, j'allais même dire que la plupart des avocats qui avaient critiqué la CRIET ou qui avaient voulu prendre de la distance vis-à-vis de cette juridiction-là sont les premiers à saisir cette juridiction-là, en tout cas, et sont les premiers défenseurs devant cette juridiction-là et qui, ma foi, en privé, tirent chapeau à cette... Sur la base des critiques, on a vu qu'il y a des réformes quand même que subit aujourd'hui cette juridiction. Avant, on ne parlait pas de double degré de juridiction. C'était une affaire qui était tranchée du coup, mais aujourd'hui, on parle du principe du double degré. Oui, bien sûr. Nous avons écouté un certain nombre de remarques qui ont été faites au moment où cette cour avait été créée, qui ne comportaient pas un double degré de juridiction. Nous l'avons fait sans peine et sans pression, pour permettre donc à ceux qui sont justiciables de pouvoir exercer le recours.
Et ça marche très bien. Donc nous avons au niveau de la Criette une chambre de jugement qui correspond à la première instance et puis une chambre des appels qui connaît en dernier ressort ou si vous voulez au deuxième degré les affaires qui ont été traitées par la chambre de jugement de cette juridiction. On peut relever quelques interrogations par rapport à une dernière vague de libération conditionnelle de certains détenus liés à l'affaire, précisément à l'affaire Tawes. Certains ont pointé du doigt la concomitance de l'agenda politique, le président recevant dans le même temps les chefs d'État. Vous, en tant que garde des Sceaux, en parlant du régime de séparation, est-ce que c'est juste il est question d'une pure coïncidence que la justice est dans son agenda normal, le politique est dans le sien? Non, vous faites bien de le souligner parce que ce que vous dites recoupe effectivement la séparation des pouvoirs qui interdit à l'exécutif de s'immiscer dans l'exercice du pouvoir judiciaire et puis également un peu plus loin, nous le verrons, l'exercice du droit de grâce par le président de la République. Je pense que c'est une coïncidence d'agenda, c'est une pure coïncidence, un hasard de calendrier. La justice, à son timing, à son tempo, va à son rythme pour l'examen des dossiers. Ceux qui ont des affaires là-bas sont pressés qu'elles soient jugées. J'avais même dit prioritairement. Chacun veut que son dossier passe. Mais les juges ne sont pas saisis que d'un dossier. Ils ont un rôle, ce que nous appelons un rôle, un agenda, qu'ils déroulent suivant. Donc, et alors, mon rôle en tant que garde des Sceaux, c'est d'instruire le parquet qui veille à ce qu'il n'y ait pas de lenteur, qu'elle soit voulue ou conjoncturelle. Il faut que les dossiers soient examinés. Nous souffrons, et je dois le reconnaître, les magistrats à la Criette ne sont pas en nombre suffisant. Il y a un déficit d'effectifs que nous essayons de combler au fur et à mesure de la mise au service de nouveaux magistrats, de jeunes magistrats. Nous continuons d'organiser des concours à cet effet. Mais ce fut un hasard. De la même manière que l'examen ou les retards ne sont pas commandités ou fins. Nous laissons les juges déterminer leur agenda en rappelant simplement la nécessité de juger assez rapidement les faits. Les personnes dont vous parlez ont été remises en liberté. Mais elles n'ont pas été élargies, c'est ce que vous voulez dire? Oui, disons qu'elles ont bénéficié de la liberté provisoire, de la libération provisoire, d'autant plus que le procès n'a pas encore lieu. Alors, c'est d'autant plus justifié que leur détention n'était plus nécessaire à la manifestation de la vérité. On les a écoutés, les juges les ont écoutés, ont donc des éléments pour apprécier et puis rendre la décision. Donc aujourd'hui, ces personnes-là reviendront en jugement pour être jugées. Il en sera de même pour d'autres qui attendent. Ce sera fait pour tout le monde. J'espère que nous sommes à la veille des vacances judiciaires, que les juges feront en sorte que tous ces dossiers-là, que nous puissions les évacuer. De temps à autre, je rappelle au parquet. Oui, mais dans l'opinion, quand même, c'est une nouvelle qui passe très bien, qui est bien accueillie, mais, disons, dans un contexte de décrispation de la situation politique nationale. J'en suis personnellement heureux. Et vous savez, le président de la République est un homme de paix, et s'il lui était possible de faire quelque chose dans ce sens, il le ferait. Mais beaucoup plus en amont, c'est-à-dire faire en sorte que ça ne se répète plus et que nos concitoyens qui s'égarent. Je veux parler avec vous des faits qui surviennent à la veille des échéances électorales ou qui ponctuent les élections. Non, c'est faire en sorte que ça ne se reproduise plus et que nous ayons des acteurs politiques qui sont de bons citoyens d'abord, qui ont l'esprit de civisme et qui doivent savoir qu'une nation en construction comme la nôtre a besoin d'un climat social apaisé et non pas de tensions permanentes. Quand on évoque par exemple le cas du professeur Ivor, le cas de Rekiat Madougou, est-ce que des échos vous parviennent dans la dynamique d'une grâce présidentielle? Alors, je dois souligner que la grâce présidentielle telle qu'elle a été instituée par la Constitution est une prérogative personnelle du président de la République, sauf qu'il l'exerce avec l'assistance du Conseil supérieur de la magistrature. Donc le président de la République ne se lève pas et accorde la grâce présidentielle suivant son humeur ou suivant son bon vouloir. Il y a des étapes préalables. Mais il faut que les personnes qui en sont bénéficiaires soient d'abord condamnées et fassent l'objet d'une décision définitive, c'est-à-dire une décision insusceptible de recours. Dans notre jargon juridique, on parle donc de décision irrévocable. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de particulariser le débat lorsque le président de la République aura exercé de façon souveraine son droit de grâce. L'année dernière, contrairement aux usages, il l'a fait par 2 fois.
il l'a fait par 2 fois. Nous sommes dans une année dite hautement sociale, tel que le président de la République l'a voulu. Peut-être que ce rapport-là, il sera encore beaucoup plus magnanime. Mais je ne pense pas que ça s'adresserait particulièrement à telle ou telle catégorie d'individus qui, rappelons-le, ont commis des faits suffisamment graves. L'opinion a tendance à banaliser ce qui est reproché à ces compatriotes-là qui, je me dis, qu'il y a un temps d'égarement et peut-être n'ont pas mesuré la gravité de ce qu'ils faisaient. Mais les faits qui leur sont reprochés étaient suffisamment graves, compte tenu du contexte particulier dans lequel nous étions. Donc cela appelait une répression qui a été assurée de la manière qui convenait. Maintenant, libre au président de la République, libre au Conseil supérieur de la magistrature, qui assiste le président dans l'exercice du droit de grâce d'aviser. Moi, je serai là simplement comme un commis ou le serviteur de l'État pour mettre en œuvre les décisions telles qu'elles auront été prises. En parlant de grâce présidentielle, de détenus et ainsi de suite, on peut faire le rapport avec cette question des droits de l'homme. Le Bénin siège au Conseil des droits de l'homme. Malgré que nous n'ayons pas de représentation diplomatique, voilà. Nous avons été élus au mois d'octobre de l'année dernière pour siéger avec un score très très honorable. Je ne sais pas si vous avez été mis au courant. Oui, presque à l'unanimité. Quasiment à l'unanimité. On va profiter. C'est peut-être même inédit. On va faire un tour à la régie pour suivre ce sujet qui revient largement sur la question. La justice est dite aveugle, mais celle béninoise, elle, attire les regards. En ce début de deuxième quinquennat de Patrice Talon, c'est des Nations Unies qu'est venu le coup de projecteur pour mettre en lumière une justice réformée dont les résultats entrent dans l'histoire. Prime à la protection et à la promotion des droits de l'homme, entre autres. Depuis le 14 octobre 2021, nous avons été élus à New York au Conseil des droits de l'homme avec le plus grand score. C'est pour vous dire que le Bénin, en matière de protection et de promotion des droits de l'homme, s'est vendu à l'international, ce qui lui a valu la première place lors de ces élections. Et désormais, depuis janvier, nous siégeons au Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse, pour la mandature 2022-2024. Un coup d'éclat du Bénin qui lui vaut déjà un changement de statut. Le Bénin, de par son institution nationale des droits de l'homme, a désormais le statut A. Le statut A, c'est le plus grand statut que l'on peut obtenir aux Nations Unies. Le Bénin était au statut C depuis. Statut C qui avait disparu de l'échiquier international, mais que le Bénin traînait toujours. Aujourd'hui, nous avons le statut A et vraiment, c'est grâce aux efforts constants du chef de l'État et de son gouvernement. Des efforts appelés réformes qui touchent l'institution justice dans nombre de ses composantes. À titre illustratif, la création du tribunal de commerce de Cotonou change en profondeur le système judiciaire à grand renfort de digitalisation. Le fait de soumettre une action en justice en matière commerciale et de payer les frais de justice, cette action est dématérialisée. Nous parlons de digitalisation. Donc les justiciables, les avocats, les huissiers nous saisissent en nous soumettant les procédures en ligne. Et ils payent également en ligne. Et ça, c'est une action généralisée depuis 2021. Nous avons aussi un aspect important de digitalisation, c'est l'institution de garanties mobilières. Lorsque vous faites un crédit, vous donnez une garantie à votre banque ou à votre emprunteur. Les garanties qui sont souscrites, les contrats qui sont signés à l'occasion sont également inscrites par les parties elles-mêmes en ligne. C'est une avancée importante. Peu de pays en Afrique et dans le monde font cette réforme, ont fait cette réforme-là. Nous avons aujourd'hui capitalisé près de 20 milliards de transactions enregistrées en ligne depuis 2020. Des résultats visant un plus large accès au droit et à la justice et qui confortent les autres actions de dématérialisation entamées dans tout le secteur. La mise en ligne de la délivrance du casier judiciaire a permis de soulager beaucoup de Béninois qui étaient obligés de se rendre dans les juridictions de leur lieu de naissance pour se faire délivrer le dit casier judiciaire. Par exemple, celui qui est né à Kandi était obligé de faire le voyage
sur Kandi pour pouvoir se faire délivrer le casier judiciaire. Mais depuis l'avènement du Centre national du casier judiciaire avec la mise en ligne des demandes de casier judiciaire et la délivrance en ligne du casier judiciaire, désormais, le Béninois n'a plus besoin de faire cette tracasserie avant de se faire donner satisfaction. Il suffit de faire les manipulations depuis son téléphone portable pour pouvoir obtenir le casier judiciaire. En matière pénale, la révision de 2 textes est à l'étude pour améliorer la réponse du système judiciaire au crime. Il s'agit du Code pénal et du Code de procédure pénale. Quant au travail d'intérêt général, il est désormais envisagé comme peine alternative à l'emprisonnement. Mais en ce début de quinquennat, ce sont surtout les aménagements de peine qui ont marqué les esprits. Il y a des aménagements de peine qu'on a accordés, entre autres aménagements de peine, il y a la libération conditionnelle et la grâce présidentielle. Ce qui a été fait pour l'année 2021, relativement à la libération conditionnelle, on a pu accorder cette mesure à 1373 condamnés. La deuxième mesure, c'est la grâce présidentielle. Et comme son nom l'indique, c'est une grâce accordée par le président de la République. Au cours de l'année 2021, et exceptionnellement, il y a eu 2 sessions de grâce présidentielle. Sinon, habituellement, c'est une session annuelle qui se fait à l'occasion du 1er août. Donc, en 2021, il y en a eu en août et en décembre. Parlant des aménagements de peine, notamment la libération conditionnelle et la grâce présidentielle, on a eu 1373 personnes pour la libération conditionnelle et 704. Donc ce qui nous fait un peu plus de 2000, sinon 2077 personnes qui ont bénéficié des aménagements de peine. Patrice Talon rêve d'être porté en triomphe à la fin de son mandat en 2026. Pour cela, il pourra compter sur une justice réformée en profondeur que ses acteurs disent plus forte et surtout plus accessible. Voilà, le Bénin et les droits de l'homme, les avancées notées au niveau de l'appareil judiciaire vu et commenté par Nicanor Kovi. François Xavier, la suite. Monsieur le ministre, au regard de ce qui est dépeint au niveau de toutes ces réformes et ces avancées-là, est-ce que les critiques qui viennent de quelques organismes tels qu'Amnesty International au sujet des droits de l'homme peuvent paraître anecdotiques par rapport à ce qui vient d'être montré? Anecdotique, c'est peut-être pas, c'est un mot un peu faible. Voyez-vous, il s'agit d'organisations qui ne sont pas informés, sous-informés ou mal informés, qui se veulent alarmistes, mais pour rien. J'ai conduit au début de cette année une délégation de mon département à Genève où j'ai rencontré les plus hautes sommités en matière de droits de l'homme. Je me suis expliqué sur un certain nombre de choses parce que ces organismes-là n'entendent qu'une seule cloche et forcément un seul son. Toutes les fois où j'ai apporté les explications, je les ai convaincus. Et si vous faites attention, la propagande, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, qui était faite contre notre pays est en train de s'amenuiser. Du reste, si les faits étaient aussi avérés, on n'aurait pas été élu pour siéger au Conseil des droits de l'homme avec le score qui vous a été rappelé tout à l'heure. De ce point de vue, nous sommes sereins. C'est vrai que nous sommes dans un État qui est jeune, une démocratie qui se construit, qui nécessite beaucoup d'ardeur, mais beaucoup d'investissement que nous faisons en toute bonne foi pour préserver à la fois les droits de nos citoyens qui passent d'abord avant l'image du pays. Et puis nous avons mis en place aujourd'hui la Commission béninoise des droits de l'homme qui, en un temps record, en moins de 2 ans, avec les recommandations qui nous ont été faites, que nous avons scrupuleusement suivies et mises en œuvre, a pu passer donc du statut C pour arriver au statut A. Habituellement, ce n'est pas comme ça que cela évolue. Ce n'est pas de la faveur qui nous est faite. C'est-à-dire qu'on va nous faire la faveur à la fois sur la Commission des droits de l'homme et en même temps pour pouvoir siéger au Conseil des droits de l'homme. Il faut dire simplement que des efforts ont été faits. Nous avons une ligne directrice qui est de veiller aux droits de nos compatriotes, aux droits de l'homme de façon générale. Justement, cette commission béninoise des droits de l'homme a pondu un rapport, je pense, en fin mi-2021, qui a
fait quelque peu tousser. Comment vous avez perçu ce rapport? Est-ce une institution simplement dans son rôle? La Commission des droits de l'homme est une institution nationale, dont le premier rôle est d'assister et de conseiller le gouvernement pour ce qui concerne les droits de l'homme. Elle a pondu un rapport sur la base d'éléments qui ne résultent pas de ces constatations. C'est le reproche que j'ai fait à ce rapport-là qui, ma foi, par certains côtés, pêche par un manque de pertinence. Sinon, pour l'essentiel, elle est dans son rôle, mais il faudrait qu'elle tienne ce rôle-là de façon objective, également de façon professionnelle. Alors, je crois que ça a été une négligence pour eux de laisser inscrire au rapport des éléments factuels qu'ils n'ont pas eu la perspicacité d'aller vérifier par eux-mêmes sur le terrain. Monsieur le ministre, les droits de l'homme, vous le savez bien, c'est un tout. C'est l'accès à la justice, c'est des pénitenciers aux normes, c'est d'éviter la surpopulation carcérale. On a promis dans le PAG que le système pénitentiaire sera totalement réformé, mais nous n'en sommes pas encore là, monsieur le ministre. Une réforme ne se conduit pas du jour au lendemain. Une réforme, c'est des études préalables. Nous avons fait des études préalables dans le cadre du PAG 1 et nous entendons maintenant les implémenter pour asseoir un nouveau système pénitentiaire au Bénin à travers 3 axes. Le premier axe, c'est d'abord, après les études qui ont été faites, il s'agit de professionnaliser toutes les interventions intellectuelles au niveau des prisons. Par exemple, avoir un corps d'agents pénitentiaires qui sont formés à la fonction. Des surveillants des prisons qui ont une formation, qui ont le profil et la formation conséquente pour que ce ne soit pas simplement des policiers ainsi que des militaires appelés à la rescousse qui n'ont pas même les rudiments en matière de droits de l'homme. D'un autre côté, nous envisageons de mettre en place un régime en vue d'une meilleure protection des droits des personnes privées de liberté. Là-dessus, nous suivrons les recommandations qui ont été faites et dans cette foulée-là, ça nous permet d'aborder le troisième volet, c'est construire, mettre nos prisons, celles qui le peuvent encore, aux normes et construire de nouvelles prisons pour à la fois lutter contre la surpopulation carcérale en ce moment, mais également offrir de meilleures conditions et envisager la réinsertion sociale des personnes privées de liberté. Et peut-être même, nous irons au-delà parce que nous recherchons un partenariat privé notamment qui prend en charge une partie de la construction de ces prisons. Et de la sorte, nous pourrions être à même d'attacher à beaucoup plus de prisons parce que toutes les prisons doivent avoir au moins une maison d'arrêt où on détient provisoirement les personnes en passe d'être jugées et puis une prison pour, enfin, 2-3 localités en tout cas, au moins dans les principales localités de notre pays pour accueillir ceux qui sont en train d'exécuter leur peine. Et nous y travaillons en espérant que nous aurons les moyens. En tout cas, le gouvernement y travaille. Si nous obtenons ce partenariat, c'est qu'au bout de 5 ans, nous pourrions construire pas moins de 10 prisons. Et nous avons l'intention, nous avons déjà commencé par exécuter des travaux de construction et d'extension de l'existant. Pour ce qui donc peut être rénové, et nous y travaillons avec l'Agence nationale du patrimoine immobilier et de la justice. Les tribunaux aussi, monsieur le ministre. Bien entendu. Nous avons créé et installé déjà 3 nouveaux tribunaux. Au titre du PAG, nous en installerons au moins 3 qui devront être logés dans des locaux propres. L'agence est à pied d'œuvre avec le ministère du cadre de vie. Nous avons déjà obtenu à la fois les fonds de terre pour accueillir ces installations ainsi que les titres de propriété. L'agence qui a été créée il y a à peine 1 an pourra nous aider à mettre en place toutes ces infrastructures de façon à rendre la justice plus facilement accessible à nos compatriotes dans le cadre du redéploiement de la carte judiciaire. En parlant spécifiquement de la politique carcérale, on parle d'amélioration des conditions de vie des prisonniers. Il y a le volet de la réinsertion. Parce qu'on parlait tout à l'heure dans l'élément d'aménagement de peine, il y a la réinsertion, ce que devient une bonne partie, en tout cas de ceux qu'on peut récupérer pour la société. Alors oui, ça me tient à cœur parce que la prison ne peut pas constituer une fin en soi. D'autant qu'aujourd'hui, nous avons tourné définitivement le dos à la peine de mort. Je pense que la prison doit préparer doit être donc un transit pour ceux qui ont été au banc de la société pour un temps à raison de certains faits
et envisager leur réinsertion sociale. Nous y travaillons, il y a beaucoup d'organisations non gouvernementales qui travaillent avec nous. L'UNICEF également qui travaille avec nous, notamment pour ce qui concerne les femmes et les enfants, à qui elle nous permet donc d'assurer des formations professionnelles. Vous allez à la prison de Lokossa, il y a l'artisanat qui est fortement développé. Les prisonniers, ils font de l'élevage, ils font le maraîchage. Il y a des ateliers de formation de coiffeurs, de couturières. Et on est sûr que ces gens-là, lorsqu'ils sortiront, ils pourront directement entrer dans la vie active et être donc des agents économiques. Alors, nous avons sillonné quelques-uns de vos services, Monsieur le ministre, pour interroger les acteurs placés sous votre tutelle et qui s'occupent de ces questions. Nous sommes intéressés à la question de la formation du personnel de la justice, la formation des magistrats. Nous allons suivre ce sujet pour en savoir un peu plus. Une justice 2.0 remise au goût des habitudes du XXIe siècle. C'est le pari qu'a fait le régime de Patrice Talon avec pour moyen mis en œuvre des outils numériques voulus innovants qui visent à rapprocher la justice des populations. En amont, un établissement public à caractère social et scientifique a été pensé pour fournir au système les compétences qu'il requiert. Le EPJ se définit comme une école de formation des professions judiciaires. C'est une structure sous tutelle du ministère de la Justice et de la législation qui a été mise en place pour assurer la formation des acteurs judiciaires. Acteurs judiciaires qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, à l'exception bien sûr des avocats. Une formation initiale destinée à préparer à l'exercice des professions judiciaires et une formation continue pour renforcer les capacités de ceux qui exercent déjà. À ce petit jeu de la fabrique des élites judiciaires, le FPJ fait son petit bonhomme de chemin. En termes de bilan, il faut dire que l'école a formé déjà 100 greffiers qui sont dans les juridictions. Et récemment, nous avons reçu en formation 12 auditeurs de justice, des futurs magistrats qui ont fini leur formation le mois dernier et qui sont prêts à être intégrés pour servir la nation. Nous avons également achevé récemment la formation d'éducateurs de l'éducation surveillée, 6. C'est des acteurs qui sont en contact avec les enfants. Et il faut dire que le gouvernement a mis également en formation au cours de cette année, notamment au mois de février, 85 auditeurs de justice. La formation dure au total 18 mois, 9 pour la phase théorique et 9 pour la phase pratique. Pour l'instant, les cours se déroulent au Centre de documentation et d'information juridique, loti au sein de la Cour d'appel de Cotonou. Mais à terme, c'est ici, dans la commune d'Abomey-Calavi, que l'EFPJ va prendre ses quartiers. Le chantier est en finition. Formation et infrastructure. Et si c'était là le tandem qui donne le tempo des réformes menées dans le secteur de la justice. Voilà, la justice au Bénin est en pleine mutation. C'est ce qu'on retient de ce sujet signé Nicanor Kovi, François Xavier. Oui, nous allons parler d'une autre réforme importante en cours et qui a vu s'installer un comité de travail récemment, c'est celle afférente au régime juridique de la chefferie traditionnelle. C'est une réforme importante, attendue de longue date. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement? Il faut peut-être dire la volonté du chef de l'État de parvenir à donner un statut juridique à la chefferie traditionnelle. Il vous souviendra que la Constitution reconnaît la chefferie traditionnelle et le chef de l'État a pris sur lui de faire aboutir la réforme subséquente. Déjà, il a mis en place un comité qu'il a installé lui-même en lui fixant des objectifs qui sont très clairs. Ce comité est constitué de ce que nous allons appeler des sommités, de l'histoire, des juristes, des anthropologues, pour aller sur le terrain. Également fouiller partie des archives nationales de tous les écrits qui existent pour essayer d'appréhender ce que c'est que la chefferie traditionnelle. Et ensuite, maintenant, le travail de cette commission sera de proposer un avant-projet de loi que le gouvernement examinera plus tard.
Mais il s'agit essentiellement de préserver les us et coutumes ainsi que le patrimoine immatériel de notre pays, notamment ce qu'il a de bon pour pouvoir garder notre identité culturelle. Il s'agit également de faire en sorte que la chefferie traditionnelle reste également un instrument de cohésion et d'unité nationale. Et puis surtout de clarifier les règles en matière de dévolution successorale parce que de ce point de vue-là, vous savez, le pays est émaillé de chefferies et puis de conflits sur la succession au trône. Il n'y a pas une seule contrée de ce pays qui n'en soit pas l'objet. Je crois que si le travail est bien fait, ainsi que nous l'appelons de nos voeux, il est certain qu'à la fin, l'ouvrage qui en sortira... Oui, mais justement, ces travaux ressemblent aux travaux d'Hercule. Il serait difficile quand même de fixer, d'identifier de façon précise les chefferies, surtout là où elles se trouvent, parce qu'aujourd'hui, chaque quartier a son ratelet. Non, un travail herculéen n'est pas un travail de Sisyphe. Nous avons les ressources intellectuelles, et avec le soutien personnel du chef de l'État, je crois que nous viendrons à bout. Il est certain que ces chefs traditionnels qui se créent, qui poussent comme des champignons un peu partout, relèvent un peu de la pagaille. C'est à ça qu'il faut mettre fin. Parce que ça participe de l'émiettement de la nation alors que nous voulons construire une nation. On veut construire une nation, ça signifie donc qu'il y a une cohésion sociale dans toutes les régions du pays qui permet d'avoir ce creuset et qui accueille tous ceux comme nous veulent vivre en commun sur cet espace qui est notre pays. C'est dommageable à la fois pour les populations, pour le développement du pays et puis l'image que nous projetons. La commission est à pied d'eux, ils sont sur le terrain en train de recueillir les informations. Sonner la fin de la récréation pour ne pas froisser quelques susceptibilités. Est-ce que ça ne revient pas aussi en partie à pouvoir tenir les chefferies traditionnelles loin de la politique? Non, ce n'est pas l'objectif. Mais évidemment, la chefferie traditionnelle ne peut pas se mêler de politique. C'est deux sphères d'intervention différentes qui doivent être séparées. Ce sera clairement dit que les chefs traditionnels n'auront pas, même s'ils doivent servir de leaders d'opinion ou de relais d'un certain nombre d'actions sur le terrain, le champ politique n'est pas celui et ne recoupe pas celui de la chefferie traditionnelle. Un chef traditionnel veut aller en politique, il sera peut-être obligé de se défaire de son manteau de chef traditionnel parce qu'il n'y aura pas de mélange de genres. Alors, l'autre réforme à laquelle vous tenez, c'est le rattachement stratégique de la police judiciaire à l'institution judiciaire. C'est expressément prévu au programme d'action du gouvernement au titre du deuxième quinquennat. C'est, je crois, la deuxième réforme de mon département ministériel. Vous savez, l'activité des agents et des officiers de police judiciaire, l'activité de la police judiciaire se déroule normalement sous le contrôle des parquets. Or, ces officiers de police judiciaire sont des policiers qui administrativement relèvent des commissariats du ministère de l'Intérieur. Il est un peu comme une dichotomie dont la pertinence n'est pas prouvée. Pour assurer le suivi de ces activités-là, c'est-à-dire la constatation des infractions, l'interpellation des auteurs de ces infractions, la mise en place, l'élaboration des procès-verbaux, qui sont les instruments qui saisissent les juridictions pénales. Il faudrait bien que ces personnes qui s'en occupent soient sous l'autorité hiérarchique d'une seule entité et qui assure effectivement de façon transversale le suivi de leurs activités. Voilà pourquoi nous avons pensé donc à l'image de la fusion de la police nationale avec la gendarmerie nationale. Nous voulons donc unifier ces services-là et les mettre sous l'autorité du ministère de la Justice pour que nous ayons un travail harmonieux et cohérent, d'abord dans la constatation et la répression des infractions. Et où en sommes-nous exactement? La semaine dernière, plus exactement, à Grand-Popo, il a été réuni les officiers de police judiciaire ainsi que les magistrats des parquets et des juges d'instruction et quelques personnes ressources pour commencer par réfléchir sur cette question-là. Parce que c'était en gestation depuis. Vous savez, au niveau du ministère de la Justice, comme donc dans la plupart des départements ministériels, tout le gouvernement, j'allais dire, et nous n'avons pas fait de séquence PAG1 et PAG2. Nous avons travaillé en continu. Donc, un certain nombre de projets, de réformes qui n'avaient peut-être pas été pensés et inscrits au programme d'action du gouvernement au titre du premier quinquennat, mais qui avaient pu être conceptualisés, élaborés, ont été mis en œuvre. Donc, dans la foulée, nous avons continué avec toutes ces réformes-là. Voilà pourquoi, déjà, nous sommes
attelé à cela et c'est en cours, c'est en bonne marche. Voilà, ce vent de réforme qui se poursuit, qui a soufflé sur la Cour constitutionnelle, sur la Cour suprême et qui également est noté lors de la mise en place de la Cour des comptes. Absolument. Là-dessus, au titre des réformes institutionnelles qui étaient en cours au titre du PAGE 1, nous les avons achevées, notamment en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, dont la loi organique a été revisitée. Nous avons institué des règles de procédure. Aujourd'hui, un corpus de règles de procédure qui tiennent compte des principes directeurs du procès en matière constitutionnelle pour faciliter à la fois l'accès du justiciable ainsi que la célérité dans l'examen des recours. Vous savez que la Cour constitutionnelle a cette particularité d'avoir des délais très courts pour statuer compte tenu des matières qui relèvent de sa sphère de compétence. Donc les règles ont été affinées, nous avons prévu le statut des agents, des rapporteurs adjoints, qui sont des aides à la décision juridictionnelle. Et surtout, on a institué au niveau de la Cour constitutionnelle un greffe pour lui donner à la fois le visage et la fonctionnalité d'une véritable juridiction. Ça a été la même chose au niveau de la Cour suprême. La loi sur la Cour suprême a été révisée pour la redimensionner, d'autant plus que désormais, avec la mise en place de la Cour des comptes, la Chambre des comptes n'existe plus. Nous avons donc redimensionné la Cour suprême. Nous avons élaboré les règles de procédure, mais surtout, nous avons doté d'un statut particulier conformément à la Constitution. Depuis 1990, la Constitution avait prévu que les magistrats de la Cour suprême sont nantis d'un statut particulier. C'est chose faite, de même que les magistrats de la Cour des comptes. Nous avons élaboré les règles propres à la saisine et au fonctionnement de la Cour des comptes et élaborer le statut des magistrats de la Cour des comptes. Je crois que c'est maintenant au complet. Il reste l'autre réforme prévue au PAG qui est la haute cour de justice. Nous y travaillons très ardemment avec toutes les compétences qu'il faut, sous l'autorité du président de la République, incessamment. Justement, de ce côté, du côté de la haute cour de justice, parce que évidemment dans l'architecture institutionnelle, beaucoup attendent que cette cour se mette en œuvre et soit vraiment opérationnelle. Qu'est-ce qui est attendu comme réforme très précisément de ce côté-là? Il faut dire que les textes fondateurs de la Cour, tels qu'ils avaient été rédigés, ne sont pas de nature langue pratiquement ou l'enlise dans un certain nombre de formalismes qui ne permettent pas son déploiement. Aujourd'hui, nous sommes fort avancés, les réflexions sont finies. Les grandes orientations ont été données par le président de la République et une commission travaille là-dessus qui a presque fini. Nous allons déposer nos travaux incessamment pour que cette cour renaisse, pas de ses propres cendres, mais de la volonté de réforme institutionnelle telle que voulu par le président. Je vais me montrer un peu taquin, ce n'est pas pour vous piéger. Par rapport à la Cour des comptes, est-ce qu'en tant que membre du gouvernement, vous pouvez être fier de ce que ce gouvernement ait réalisé une vieille, disons, édiction de la Constitution et que cette Cour ait réellement commencé par opérer, comme on a pu le voir? Ah oui, c'est un motif de fierté. Un motif de fierté, pas pour moi, pas une fierté personnelle, mais une fierté en tant que citoyen béninois. Et voyez-vous, on nous a reproché d'être des lampistes ou les derniers de la classe dans la région, dans la zone UEMOA. Le Bénin était le dernier, la Constitution l'a prévu, et puis donc cette incident tardait à venir. Il a fallu d'un peu de volonté politique, elle a été instituée, elle a été effectivement installée, elle est à pied d'œuvre, et aujourd'hui, donc, avec le vote des dernières lois pour le statut des magistrats et les règles de procédure, je crois que tout est fin prêt pour qu'elle se déploie et prenne son plein essor. Il faut donc souhaiter qu'elle soit à la hauteur des attentes et de la mission qui lui a été confiée, à savoir être la plus haute juridiction en matière des comptes de l'État. Des critiques ont fusé lors de la mise en route de la réforme, disons, sur le Conseil supérieur de la magistrature. Vous vous rappelez, Monsieur le ministre, on a entendu des échos qui vont dans le sens donc, du choix même des personnalités qui sont retenues donc, au niveau donc, de ce Conseil. Aujourd'hui, est-ce que le calme est relatif? Alors, je ne sais pas si ceux qui ont émis ces critiques-là à l'époque ont dit en quoi consistait la réforme ou quelle était la cause fondamentale de cette réforme. Le Conseil supérieur de la magistrature a entre autres pour mission de gérer la discipline des magistrats. Et vous savez bien que depuis si longtemps, en tout cas jusqu'en 2018,
la justice était critiquée à la fois pour la corruption qui la gangrénait, mais surtout pour cette forme d'impunité, parce que plusieurs magistrats auraient pu ou auraient dû être sanctionnés, faire l'objet de sanctions, cependant que dans la mise en œuvre d'un esprit corporatiste, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, le Conseil supérieur de la magistrature ne parvenait pas à réprimer ou à remettre de l'ordre dans la maison justice. Il a fallu, pour vaincre, en tout cas c'est ce que le gouvernement a vu, a pensé qu'il faut faire, pour vaincre ce corporatisme et cette léthargie, d'étoffer davantage le Conseil supérieur de la magistrature et ceux qui sont venus pour la plupart. C'est vrai qu'il y a des ministres qui se sont ajoutés au ministre de la Justice, membres de droit du Conseil supérieur de la magistrature, mais également ceux qui sont venus étoffer viennent de l'Assemblée nationale. 4 personnalités, en réalité c'est 8, 4 titulaires et 4 suppléants sont venus de l'Assemblée nationale pour étoffer cette institution. Et depuis, les choses se réparent, les choses s'améliorent. Voyez-vous, en l'absence de corps de contrôle, en l'absence d'instances disciplinaires pour sanctionner les fautes, il est clair que toute administration va à la dérive. Aujourd'hui, nous contenons tant bien que mal, mais nous y parvenons quand même. Et de plus en plus, nous allons y parvenir en instituant le respect de la déontologie propre à la fonction. Oui, la question, c'est l'objectivité dans les sanctions. Pour sanctionner les magistrats, quand même, ce n'est pas un acte banal. Et ceux qui sont les personnalités extérieures à la magistrature sont identifiés comme étant des personnalités de grande réputation intellectuelle et morale. Regardez ceux qui sont venus. Vous pensez que c'est des complaisants ou, j'allais dire ici, des godillots? Aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature fait son travail et je n'ai pas entendu depuis longtemps des critiques de ce que ce soit des adversaires politiques ou des opposants. D'ailleurs, les magistrats ne font pas de la politique. Quelqu'un a-t-il rendu une décision qui ne plaise pas au gouvernement ou à quelque autorité et qui fait l'objet de poursuites? Non, nous avons voulu simplement remettre de l'ordre, balayer ou curer les écuries de JAS et nous y parvenons. Peut-être un renforcement du système d'inspection qui sera peut-être à l'ordre du jour. Alors oui, et le chef de l'État a observé qu'il se créait des inspections au niveau de chacun des ministères en tant qu'organe de contrôle. C'est prévu déjà par la conférence nationale. Sauf qu'au niveau du ministère de la Justice, nous avions une inspection des services judiciaires qui était conçue un peu comme un garage. Il s'est passé presque 5 ans sans que l'inspection des services judiciaires ait fait le moindre contrôle, la moindre inspection de routine au niveau des juridictions. Nous avons dynamisé, actualisé cette institution pour nous apercevoir qu'elle n'était pas totalement à la hauteur de la mission parce que les magistrats de l'inspection des services judiciaires ne sont pas formés par exemple en audit. Or, ils devraient inspecter à la fois les juridictions et les greffes des juridictions qui sont des institutions de recettes, ainsi que d'autres administrations qui dépendent, qui sont sous la tutelle du ministre de la Justice. Nous avons voulu donc créer, et le projet de loi a été transmis à l'Assemblée nationale. J'espère qu'il sera voté le plus rapidement possible d'ici à la semaine prochaine. On a voulu créer donc un corps autonome d'inspecteurs des services judiciaires et ceux qui y rentrent vont faire carrière purement et simplement sans être obligés de loucher ou de sortir pour aller à la Cour suprême pour y finir leur carrière. Alors, Monsieur le ministre, c'est la dernière ligne droite de cet entretien. Nous allons survoler très rapidement 2 questions avant votre conclusion. Si on parle aujourd'hui de la femme au Bénin, on peut dire que le Bénin est l'un des pays où la femme est mieux protégée. Il y a eu pas mal de législation autour, mais la crainte, est-ce qu'en prenant trop de mesures, on ne risque pas de provoquer le contraire de ce que l'on recherche? Non. Tout ce qui est fait est destiné soit à protéger la femme ou à la promouvoir. Et de ce point de vue-là, il n'y aurait pas d'excès nuisible. Je ne pense pas, je n'ai pas trouvé. Voyez-vous, lorsque la Constitution a été réformée pour prévoir que, et le Code électoral avec pour prévoir que dans chacune des 24 circonscriptions électorales, un siège sera de plein droit attribué au parti majoritaire. Qu'est-ce que cela a-t-il de nuisible? Nous voulons qu'il y ait plus de femmes en politique. On veut que les femmes soient épanouies. Les institutions de microfinance qu'on anime aujourd'hui, ou même le ministère de la microfinance, qui s'adresse prioritairement aux femmes et qui veut les voir devenir autonomes d'un point de vue économique. Qu'est-ce que cela peut-il avoir de... L'incarcération, par exemple, à la suite de disputes dans des ménages aussi, la suite des fois... on se rend compte que c'est totalement l'effet contraire qui est recherché. Non, c'est une question d'éducation. Ouais. Et nous, justement, le fait même de réprimer
toutes les atteintes, toutes les infractions commises à raison du sexe, et notamment à l'égard des femmes et des enfants, visent justement à les protéger pour assurer leur promotion par ailleurs. Beaucoup plus de filles à l'école, c'est bon pour tout le monde. Vous êtes père de famille, vous n'aurez pas voulu que votre fille soit la domestique de son époux. Donc, ce que nous faisons est dans l'intérêt. En réalité, les gens voient peut-être à l'aune de leurs intérêts personnels, mais c'est une forme de survivance de la féodalité auquel il faut définitivement tourner le dos. Nous agissons pour promouvoir la femme au Bénin, nous agissons pour protéger la femme, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les infractions à raison du sexe sont, une partie de ces infractions-là est désormais déférée à la criette. Avec la loi qui a été votée, la loi en 2021, les relations amoureuses sont quasiment interdites entre apprenants et formateurs. Vous savez les ravages du harcèlement sexuel en milieu scolaire et en milieu universitaire. La déprime de ces filles-là. Vous voyez le taux de déscolarisation dû au harcèlement sexuel. Désormais, j'aime bien répéter le président de la République qui dit que l'enseignant ou le formateur qui tombe amoureux, qui succombe au charme de son étudiante, doit au préalable quitter la classe. Et moi, je recommande même de quitter l'école. Parce que la loi le dit, toute relation amoureuse entre un formateur et un apprenant, entre un enseignant, est présumée le fruit du harcèlement. Il y a donc, monsieur le ministre, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi et il y a les réalités du terrain. L'esprit de la loi est justement d'éradiquer, d'enrayer définitivement le harcèlement sexuel en milieu scolaire et en milieu universitaire. Et nous y parviendrons parce que des instructions ont été données à l'Institut de la femme pour prendre les actions nécessaires en collaboration avec le ministère de la Justice. Et d'ailleurs, les parquets ont été instruits pour une tolérance zéro. Nous avons créé au niveau de la Criette une chambre de jugement pour les délits à raison donc du sexe et de la violence faite aux femmes, mariage précoce, mariage forcé, viol sur mineur, relations amoureuses ou sexuelles. Je crois qu'il y a matière et si... Mais il n'y aura pas de justice expéditive. Il n'y en a jamais eu. Nous avons des magistrats à la Criette qui ont la tête posée sur les épaules et qui sont assez compétents. Et moi, je leur fais confiance. Donc, Monsieur le ministre, sur ce point, l'écueil principal, pas seulement au Bénin, si on regarde à l'échelle de la planète, c'est souvent le traitement de la police judiciaire. Est-ce que de ce côté-là aussi, en parlant de formation, que ces éléments-là, parce qu'il y a le recueil des plaintes, l'écoute surtout aux femmes, on sait que naturellement, en tenant compte des pesanteurs sociologiques, ce n'est pas toujours facile que les femmes aillent de leur propre gré porter plainte. Il y a tout ce traitement-là, parce que ça déteint au final sur si jugement il y a, si procès il y a. Qu'est-ce qui est fait spécifiquement pour que ce corps puisse un traitement particulier pour ces genres de problèmes? Je vais vous rassurer, c'est le travail de l'Institut national de la femme, l'INF, qui a été renforcé dans son rôle de promotion et de protection des femmes. Les moyens seront mis à disposition pour cet institut qui normalement doit aujourd'hui traquer, débusquer, démasquer tous les auteurs, tous ceux que nous appelons les prédateurs et qui sont des obstacles à l'épanouissement de la femme. L'Institut, de par la loi, a aujourd'hui la qualité et les pouvoirs nécessaires pour se constituer partie civile. Lors même que les victimes se seraient désistées ou ne seraient pas consentantes. Dès lors que l'Institut, a connaissance d'un cas de harcèlement sexuel, de violence faite aux femmes, c'est le devoir de dénoncer, d'accompagner, de faire en sorte que le procès aille jusqu'au bout. Ne disons pas que ce sera une chasse aux sorcières, mais suivant les règles de procédure établies, et d'ailleurs, la loi de ce point de vue-là organise une meilleure écoute ainsi qu'une meilleure assistance des victimes. Il faut faire en sorte que ce fléau-là soit éradiqué. Et nous y mettons les moyens et l'ardeur qu'il faut. Vous allez conclure, monsieur le ministre. Alors, à 1 du PHG2, il faut souhaiter la bonne compréhension de nos compatriotes pour ce que le gouvernement entreprend et la patience pour y aboutir. Si vous faites le point au titre du PHG1, tout s'est soldé quasiment par un succès, un franc succès. La même volonté habite le gouvernement et pour ce qui est du secteur de la justice, tout sera fait dans le sens de rendre la justice plus accessible, et plus rapide ou plus diligente, mais surtout intègre. C'est d'ailleurs la vocation de la Cour spéciale des affaires foncières
qui est en voie de création, mais c'est déjà le caractère principal de la CRIET. Nous faisons en sorte donc de former suffisamment de magistrats pour animer nos juridictions, des magistrats de plus en plus compétents, mais également nous tendons vers la spécialisation pour que ceux-ci s'en sortent. Du côté du système pénitentiaire, c'est offrir de meilleures conditions de vie à nos compatriotes en détention et la possibilité d'une réinsertion. Et d'un point de vue général, du point de vue institutionnel, nous travaillons à ce que nous léguions à la postérité des institutions stables et durables. C'est la volonté du président de la République. Je suis ministre du président de la République, ministre de son gouvernement. J'y travaille avec la volonté, l'ardeur ainsi que les forces que Dieu me prête aujourd'hui. Merci, monsieur le ministre, merci pour toutes ces explications. François Xavier, merci d'avoir partagé ce plateau avec moi. Merci, merci monsieur le ministre. Merci de m'avoir laissé rendre compte de ce que je fais, de ce que j'entends faire au titre du deuxième quinquennat du président de la République. Mais voilà, c'est fait. Une justice accessible, une justice crédible, ce sont là les fins mots du garde des Sceaux, ministre de la Justice, que vous avez suivi de bout en bout. Chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. À très vite.